Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'association État sauvage, qui est dédié justement aux forêts, et notamment les forêts françaises, face au changement climatique. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Xavier Morin, qui est chercheur au CNRS, pour nous accompagner justement tout au long de cette heure de webinaire. Je vous propose, juste avant, de démarrer par une petite présentation de l'association État sauvage, parce que tout le monde ne connaît pas l'association. Et du coup, pour vous la présenter en quelques minutes, juste attendre que le PowerPoint démarre. C'est une association donc qui est née assez récemment, puisqu'elle est née en 2019. Nous sommes une jeune structure de citoyens bénévoles engagés pour préserver la biodiversité, et notamment les forêts. Et nous avons en fait deux grandes missions. Ces missions en fait se décomposent du coup en un axe de sensibilisation. C'est tout l'objet justement de ce webinaire, puisqu'on réalise des webinaires où on invite des scientifiques, aussi des experts dans leur domaine. On a également un blog où on partage des articles de fond sur des sujets environnementaux. Et enfin, on a un volet qui est plus un volet de préservation, où on acquiert des forêts en France métropolitaine que l'on met ensuite en libre évolution pour les préserver des activités qui pourraient justement leur nuire et surtout pour permettre d'avoir des espaces un petit peu plus résilients pour la biodiversité et pour l'écosystème. Voilà. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller découvrir le site d'État sauvage, www.état au pluriel-sauvage.org. Et sans plus attendre, je vais vous présenter notre intervenant, Xavier Morin, qui est donc chercheur au CNRS et qui va pouvoir réaliser cette présentation d'une partie de ses travaux. Alors, Xavier Morin, si vous ne le connaissez pas, il est ingénieur forestier de formation et il a réalisé une thèse en fait en écologie forestière au CNRS. Il est aujourd'hui chercheur donc au CNRS et il s'intéresse justement dans ses travaux à l'impact du climat sur les arbres et les forêts, ainsi qu'au rôle de la biodiversité, de la diversité plutôt, des espèces sur le fonctionnement de l'écosystème forestier. Enfin, il est aussi engagé et préside l'association Canopée, Forêt Vivante, qui cherche à défendre les forêts et leurs usages en France et dans le monde. Voilà, donc je vais laisser la parole justement à Xavier Morin pour aller plus en avant sur la question justement des forêts et des forêts françaises notamment face au changement climatique. Xavier, c'est à vous. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement aujourd'hui, alors je vous parlerai en fait pas que de mes travaux, hein. J'ai essayé de faire un peu quelque chose de synthétique sur on va dire l'état des connaissances et aussi en fin de présentation notamment essayer de, comme on dit, débunker certaines questions vis-à-vis de l'adaptation future de nos forêts. Alors, effectivement, nos forêts, moi j'ai un prisme quand même sur la forêt métropolitaine, on peut un peu généraliser aux forêts européennes, on pourrait dire, voilà, mais un petit peu moins sur les forêts tropicales. Donc je commence. Je voulais tout d'abord justement faire un petit état des lieux hein, sur les forêts françaises, hein, parce qu'on parle bien des forêts au pluriel, parce qu'en fait, sous le terme de forêt, en fait, on regroupe une multitude d'écosystèmes qui sont vraiment très différents. Et donc ces forêts, en France, couvrent à peu près 17 millions d'hectares, donc à peu près un tiers hein, du territoire. Et puis, voilà, je vous rappelle certaines choses qui, bon, certains d'entre vous connaissent certainement, mais qu'il est toujours important de rappeler. C'est que par exemple, un quart de ces forêts en termes de surface sont publiques, que ce soit des forêts donc domaniales, c'est-à-dire vraiment gérées directement par l'État, notamment par l'ONF, ou communales, qui appartiennent à des communes, mais qui sont aussi gérées par l'ONF généralement. Et le reste, donc 75%, sont des forêts privées, où voilà, là on a une multitude de situations, avec notamment soit des très grandes propriétés, soit un très fort morcellement, parfois même où l'identité des propriétaires n'est pas connue. J'attire votre attention plutôt sur en bas à droite là, du graphique sur le fait que ce qu'on a voulu représenter dans ce graphique qui est pris donc, du rapport de l'Académie des sciences qui vient de publier cette année, donc je vous mets le lien à la fin de la présentation,
Donc la moitié de ces forêts sont dites monospécifiques, c'est-à-dire dominées plutôt par une seule essence. Et ensuite, donc le reste entre deux, trois, voire quatre essences. Donc là, on parle à des petites échelles spatiales. Et puis également, la majorité de nos forêts sont quand même des forêts feuillues. Et il reste donc, on va dire, un cinquième de forêts de conifères et un dernier cinquième de mélange entre conifères et feuillus. Et alors, je voulais commencer par, généralement, déjà, pourquoi on s'intéresse aux forêts et pourquoi, vous l'avez sûrement remarqué, on parle de beaucoup de forêts actuellement dans l'actualité, par exemple. Eh bien, c'est parce que euh, les forêts assurent un grand nombre de ce qu'on appelle, il y a une diversité de terminologies, mais les services écosystémiques, vous pourrez s'entendre parler plus récemment de contribution aux populations, selon les nouvelles terminologies des Nations Unies. Mais en fait, par là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, ben, à quoi servent les forêts? En fait, servent plutôt de notre point de vue anthropocentré. Mais voilà, là, parce que le graphique que j'ai fait, là, c'est pas du tout exhaustif, mais j'essaie quand même de rassembler les choses principales. Donc, bien sûr, les premières choses à laquelle on pense, c'est plutôt dans le parti du haut, c'est-à-dire, ben, bien sûr, les forêts servent à produire du bois, donc des produits ligneux de toutes sortes et de toutes qualités. Et également, on pense aussi souvent aux forêts en termes de stockage de carbone, puisque les forêts peuvent être euh, en tout cas sur le territoire, elles le sont le plus souvent ce qu'on appelle des puits de carbone, on y reviendra. Et également, elles régulent le climat. Donc, non seulement en prélevant du CO2 de l'atmosphère, mais également en faisant un tampon, notamment avec les échanges d'eau qu'elles réalisent avec l'atmosphère. Également, si on fait vraiment, si on balaye très vite en partant donc de haut à droite, bien sûr, les forêts aussi nous prodiguent des produits non ligneux, que ce soit bah, champignons, châtaignes, fruits, par exemple. Euh, Également, très important, les forêts sont un réservoir de biodiversité, hein. On estime cette fois à l'échelle mondiale, mais c'est aussi vrai à l'échelle métropolitaine, que les forêts sont en fait le type d'écosystème qui héberge le plus de biodiversité dans les écosystèmes terrestres. Bien sûr, si j'allais vous demander à chacun d'entre vous pourquoi vous appréciez les forêts, le plus souvent, c'est quand même, ça fait écho donc aux loisirs de tout un chacun, hein, qui peuvent être de tout ordre, hein, vous voyez les petits pictogrammes que j'ai mis. Je passe de l'autre côté à gauche sur, bien sûr, les forêts sont d'importants, enfin, aussi produit pardon, d'importants services dits de régulation, notamment en filtrant l'air, en filtrant l'eau, également en ayant un fort rôle de protection des sols, en particulier en zone montagneuse. Et enfin, donc surtout pour le bas, les pictogrammes du bas, donc les forêts, c'est important, ça vraiment sont souvent pour les usagers ou pour les gens qui habitent au voisinage de forêts, vraiment un facteur important de cadre de vie, donc en termes cette fois de fourniture, on va dire, de paysage. Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect culturel, esthétique des forêts, voire même spirituel pour certains. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de forêt, on parle généralement de forêt, de la multifonctionnalité des forêts, parce qu'elles assurent cette multitude de fonctions. Et encore une fois, là, je ne suis pas exhaustif. Mais bien sûr, les forêts, comme tous les écosystèmes de la planète, subissent l'impact des changements de climat, et en particulier d'augmentation de température et à l'échelle nationale, on va dire, d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses. Et donc, ce changement climatique impacte fortement les arbres et les forêts. Alors, le premier type d'impact qui a été rapporté, en fait, c'est l'impact d'abord, bien sûr, sur la productivité des forêts. Et en fait, jusqu'on va dire dans les années 2000, à l'échelle, encore une fois, métropolitaine, on avait plutôt un impact positif, c'est-à-dire qu'on avait plutôt une productivité des forêts qui était accrue. Et en fait, le facteur principal pour expliquer ça, c'était le fait que ben, la durée de végétation, c'est-à-dire la période dans laquelle les arbres peuvent photosynthétiser, s'est agrandie sur cette période. Je pense que tout un chacun, vous avez pu remarquer, par exemple, que en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, euh, les feuilles et les fleurs apparaissent plus tôt qu'il y a quelques décennies. Et alors ça, c'était vrai, voilà, jusqu'à, on va dire, 2000, 2010. Et depuis, on a plutôt une stagnation, voire des impacts négatifs, parce qu'on a justement, c'est notamment les événements de sécheresse qui viennent en quelque sorte plomber cette productivité, voire même créer des événements donc, de mortalité.
Donc, à l'échelle européenne, on a vraiment noté une augmentation forte des événements de mortalité au cours des 30 dernières années. Bon, principalement, encore une fois, à cause de ces sécheresses qui sont plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Je ne sais pas si vous avez la chance d'aller sur la face nord du Mont Ventoux, mais vous pourrez voir cette photo-là, même si la situation est même un petit peu plus dramatique qu'à l'époque de cette photo qui date de 15 ans, où en fait, vous pouvez voir voilà, des arbres séchés sur pied, là surtout des sapins dans la hêtraie sapinière. Et les collègues de l'INRA et d'Avignon ont pu vraiment mettre en évidence que c'était à cause de ces sécheresses répétées. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs, même si souvent les sécheresses, j'ai envie de dire, préparent le terrain. Il y a souvent après des facteurs qui terminent le travail au niveau de la mortalité. Vous avez sûrement aussi entendu parler des scolites, donc qui sont par exemple, des types de ravageurs, des insectes euh, voilà, qui se nourrissent du xylème sous écorce des arbres, en particulier des résineux, sapins épicéas en tête, et qui créent voilà, de fortes mortalités, principalement sur les épicéas plantés à basse altitude, voilà, qui se situent, comme on dit, hors station, donc qui sont particulièrement sensibles. Et puis, bien sûr, il y a le risque incendie qui, voilà, qui bien sûr, a tendance à augmenter. Alors, je dis bien le risque incendie, parce qu'en termes de... Les collègues qui travaillent sur le feu vraiment aiment bien pointer cela. Si vous voulez, les dommages aux incendies en France métropolitaine, encore une fois, euh, certes, on a l'impression que ça augmente au cours des dernières années, mais en fait, sur une échelle plus longue, même à l'échelle du siècle, on n'a pas de réelle augmentation. Parce qu'en fait, en parallèle de cette augmentation du risque, je dis bien du risque, il y a eu en fait, bien sûr, des progrès, notamment en termes de surveillance, ce qui fait que voilà, les choses se compensent. Mais toujours est-il qu'effectivement, le risque feu d'incendie augmente fortement avec ces nouvelles conditions. Et donc, par exemple, là, je vous ai mis le bilan réalisé par l'IGN là, il y a 2 ans. Au cours donc des 10 dernières années, on estime qu'on a perdu, la forêt française a perdu 3% de sa croissance par rapport à la décennie précédente, ce qui s'explique notamment par des faits donc d'événements de mortalité en augmentation. Vous voyez là, vous mettez plus de 30%, là on est à plus de 35% sur le territoire. Et puis aussi également aussi cette baisse de croissance à l'échelle encore une fois de toute la forêt peut aussi s'expliquer par des augmentations de prélèvements, en particulier des prélèvements de coupes sanitaires liés à ces peuplements dépérissants. Et le bois énergie, on y reviendra à la fin. Alors, ça ne marche plus. Voilà. Euh, donc, bien sûr, ces événements de mortalité ont aussi des conséquences sur ce qu'on appelle la répartition des espèces. Alors là, même si on se situe dans un temps un petit peu plus long, euh, on sait que voilà, les espèces, comme on dit, sont en changement, c'est-à-dire que les espèces sont en train de changer leur répartition géographique. Et ce phénomène va souvent s'accélérer donc dans les prochaines années et prochaines décennies. Par exemple, je vous ai mis voilà, voilà, une étude auquel j'avais participé sur les prédictions de changement de répartition, vous voyez, de 2 espèces, là, le hêtre à gauche et le chêne vert à droite. Voilà, c'est juste il y a 2 cartes pour chaque espèce parce qu'il y avait faites avec des outils différents, des types de modèles. Je vais passer là-dessus. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que voilà, il est certain que ces aires de répartition vont changer. Les espèces, évidemment, plutôt on va dire continentales comme le hêtre vont sûrement, à l'échelle du territoire, être très impactées. Et les espèces, par exemple, méditerranéennes, vont sûrement connaître plutôt une expansion sur le territoire. Et puis, cette fois, à une échelle plus locale, ce qui va se passer, c'est que, hors toute gestion forestière, on va avoir sûrement un changement de composition des communautés, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes espèces qui vont coexister. Par exemple, à côté de chez vous, on va sûrement avoir voilà, une recomposition avec des espèces justement qui vont connaître des extinctions localement et des recolonisations par d'autres espèces, généralement venant plutôt du sud. Et puis, point important, le bilan de tout ça, c'est que si on se focalise sur justement le stockage de carbone, comme j'en parlais au début, eh bien, en fait, le, ce stockage de carbone forestier a augmenté, encore une fois, depuis 40 ans. Il y a plein de facteurs, hein. Il n'y a pas que, comme je dis, l'allongement de la période de croissance, il y a également le fait que la forêt française a augmenté en surface depuis 40 ans.
notamment liées à la déprise agricole. Mais depuis voilà, quelques années, on observe un ralentissement fort de ce puits de carbone, encore une fois, en particulier à cause notamment de ces événements de mortalité, mais également à cause de changements de pratiques de gestion. Nous y reviendrons. Donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est que voilà, nos forêts sont de plus en plus impactées par ce changement climatique, mais elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Ça va être l'essentiel de la suite de ma présentation. Et tout d'abord, elles ne réagissent pas de la même façon selon leur composition. Donc, caricaturé, là, je vous ai fait voilà, j'ai segmenté les forêts monospécifiques, donc plutôt dominées par une seule espèce, une seule essence, et des forêts mélangées, où on observe donc une plus grande diversité d'essences. Pour rappel, en France, on est plutôt à moitié-moitié actuellement, en termes de surface. Donc en fait, ça par exemple, moi, c'est vraiment, en ce moment, en tout cas, au cœur de mes travaux. On, on peut maintenant dire, encore une fois, tout ce que je vais dire là, c'est en moyenne. Il y a toujours des contre-exemples euh, dans ce que je vais détailler. Mais en moyenne, les forêts mélangées sont plus productives que les forêts monospécifiques. Pour faire simple, ça s'explique principalement par le fait qu'on a des phénomènes de complémentarité entre les espèces, par exemple, notamment de complémentarité d'utilisation de la lumière. Par exemple, si vous mettez une espèce qui occupe plutôt l'étage supérieur de la forêt, de la canopée, comme on dit, et une espèce qui occupe plutôt l'étage bas, mais qui est du coup tolérante à l'ombre, eh bien, vous allez pouvoir maximiser en quelque sorte la productivité, le flux de carbone entrant, par exemple, dans la forêt, par rapport à une forêt monospécifique. Les forêts mélangées également abritent davantage de biodiversité que les forêts spécifiques. Ça, c'est un sujet assez, j'allais pas dire débattu, mais c'est un sujet compliqué parce que c'est difficile d'avoir une estimation de toute la biodiversité, que ce soit donc au niveau insectes, mammifères, oiseaux, mais également au niveau souterrain. C'est difficile voilà, d'avoir des études complètes. Mais globalement, les études tendent quand même à montrer qu'on a voilà, cet effet positif du mélange d'essence sur la biodiversité hébergée. Et puis, encore plus débattu, la résistance et la résilience au changement climatique. Alors ça, c'est deux notions importantes lorsqu'on étudie l'impact du changement climatique sur les forêts. Par résistance, on entend le fait que la forêt donc c'est encaisser un changement. Par exemple, en cas de forte sécheresse, est-ce que les arbres vont continuer à croître ou pas? Donc, s'ils continuent, c'est qu'ils sont bien résistants à l'événement. Et la résilience, c'est plutôt dans le temps plus long, à savoir combien de temps met la forêt à retrouver un fonctionnement dit normal, normal entendre avant la perturbation, ici la sécheresse. Donc voilà, plus ce temps est court, plus la forêt est résiliente, plus elle met du temps, voire même parfois elle n'y arrive pas, et donc moins elle est résiliente. Et là donc il y a beaucoup d'exemples et de contre-exemples, mais tout de même, je pense pouvoir dire que en moyenne, les forêts mélangées représentent une meilleure assurance vis-à-vis notamment des sécheresses liées au changement climatique. Encore une fois, ce n'est pas toujours, mais la tendance est là. Quelque chose d'un peu plus clair au niveau des résultats scientifiques, c'est la résistance aux tempêtes. Donc cette fois aux forts coups de vent, donc, dont les scénarios prédisent qu'on va avoir une augmentation, encore une fois, à la fois en fréquence et en intensité de ces fortes tempêtes dans le futur. Et là encore, les forêts mélangées sont plus résistantes. Là, ça s'explique assez simplement par le fait que une forêt mélangée, généralement, est plus complexe en termes de strates, donc en termes de canopée. Vous pouvez voir là, donc en haut, la meilleure occupation de l'espace, si vous voulez, par rapport à en bas, où on est plutôt dans un aspect monostrate, ce qui est souvent le cas dans le cas de peuplement monospécifique. Et en fait, l'énergie est donc mieux dissipée dans le premier cas, donc en haut, donc dans le cas d'une forêt mélangée par rapport à une forêt monospécifique. Et donc moins de dégâts dans une forêt mélangée, en moyenne. Ensuite, le type de résistance où là on a l'évidence la plus forte en termes de résultats scientifiques, c'est le fait que les forêts mélangées résistent beaucoup mieux aux ravageurs et aux herbivores, en particulier insectes, que beaucoup mieux que les forêts monospécifiques.
Donc là, je vous ai remis une photo, par exemple, des dégâts sur les épicéas avec les fameux scolites, hein, donc qui généralement, après, qui s'attaquent à des arbres affaiblis par les sécheresses. Et en fait, on a une explosion de ces populations de scolites typiquement dans le nord-est de la France, où ils attaquent donc ces épicéas plantés généralement à basse altitude. Et bien en fait, il a été montré hein, que dans les forêts mélangées, on a moins d'attaques parce que tout simplement, le moyen le plus simple pour comprendre, c'est que ben, les arbres sont moins facilement détectables. On a ce qu'on appelle un effet de dilution, c'est-à-dire que l'espèce hôte, parce que oui, souvent, ces ravageurs forestiers sont surtout attachés à une seule ou un type d'espèce, eh bien, ont plus de mal à détecter leur espèce cible dans une forêt mélangée avec beaucoup d'espèces. Et je suis désolé, là, j'ai laissé en anglais cette diapositive, mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a une review récente qui a été faite qui montre qu'on a à peu près à, une diminution de dégâts de 23% dans une forêt mélangée par rapport à une forêt pure ou monospécifique. Donc, c'est quand même des effets très forts pour le coup. Qu'en est-il sur le risque incendie? Ça, c'est une grande question parce que on interroge beaucoup généralement, que ce soit après l'été 2022, même cet été. En fait, pour être tout à fait honnête, actuellement, il y a très peu d'études qui comparent forêt monospécifique et forêt mélangée. Donc, voilà, je les ai mises à égalité, même si on a quand même quelques petits indices qui tendraient à dire que, voilà, on a un peu moins de dégâts dans les forêts mélangées. Mais à ce sujet, je voudrais dire que lorsqu'on se situe dans une période de sécheresse, par exemple, comme l'année dernière, où on a une sécheresse forte pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois, et donc des fortes températures à plus de 40 degrés, ben dans ces conditions-là, n'importe quel type de forêt va brûler. Et puis, important, les forêts mélangées euh, permettent un meilleur effet tampon sur la température, c'est-à-dire ce qu'on appelle le microclimat. Tout à chacun a pu constater, quand c'est la canicule, on est mieux en forêt qu'à côté en plein air, parce que ben, on profite de l'ambiance forestière, comme on dit, c'est-à-dire une hygrométrie augmentée du fait que voilà, on a cette couverture de feuilles qui permet de garder l'humidité, et puis ben, une température diminuée, notamment par l'ombrage créé par la forêt, mais aussi par l'évapotranspiration des arbres qui tamponnent donc ces effets chaleur. Et ça, il y a une étude récente qui a montré on a déjà des indices, mais qui a clairement montré sur un réseau de forêts européennes que une forêt mélangée avait un plus fort effet de tampon microclimatique que les forêts monospécifiques. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie la plus importante sur l'effet de la composition en essence sur les différentes facettes, on va dire, des changements globaux. Euh, Également, les forêts donc, ne réagissent pas de façon similaire à ces changements aussi selon leur âge et leur structure. Alors là, il y a encore un peu moins d'évidence scientifique qu'auparavant, mais il y a de plus en plus d'études qui s'attellent à cette question. C'est-à-dire, par exemple, contraster, pour faire encore une fois un contraste fort, entre des forêts vieilles, matures, vieilles entre guillemets, hein, matures, et des forêts jeunes et des plantations. Alors, là, je vous ai remis ce graphique euh, qui propose une vision un petit peu anthropocentrée, encore une fois, de la forêt, c'est-à-dire que vous auriez une forêt donc au cours du temps sur l'axe des X qui aurait tendance dans ses premiers stades à augmenter sa capacité à stocker du carbone, donc une forêt jeune dynamique, jusqu'à une phase de plateau et ensuite une phase de sénescence où quelque part à la fin la vieille forêt serait à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elle stockerait autant de carbone qu'elle n'en émet par respiration. Alors ça, c'est un schéma qui a longtemps prévalu, on va dire, mais en fait, on avait très peu de moyens de le tester, parce que c'est difficile en fait d'estimer la capacité à stocker du carbone d'une forêt, vraiment. Comment on mesure ça? Seulement, depuis, on va dire, les deux dernières, les trois dernières décennies, il y a des nouveaux outils qui sont arrivés, et notamment on a la photo en haut à gauche, ce qu'on appelle des tours à flux, qui permettent avec des appareils échanges de gaz, pardon, de quantifier justement les échanges gazeux, notamment de CO2, entre l'atmosphère et la forêt. Et grâce à ces outils-là, on arrive à quantifier combien la forêt peut stocker de carbone, en fait, même à des échelles semi-horaires, jusqu'à faire des bilans annuels.
Et en fait, avec ce genre d'outil, il a été montré, alors que, vous voyez, là à droite, c'est par exemple l'étude où il y a des tours à flux à peu près partout dans le globe, même s'il y a un petit biais dans la zone tempérée. On a pu montrer qu'en fait, ben, vous voyez, la tête des courbes en bas, c'est pas tout à fait la courbe unimodale que je vous la remets, hein, qu'on avait ici. Là, on a plutôt donc quelque chose de soit légèrement descendant, voire plat. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, ben, c'est pas si clair, cette fameuse tendance aux forêts à diminuer leur capacité à stocker du carbone avec l'âge, voire même contraire aux données actuelles. Alors, il y a plein de limites, hein, ces études-là, notamment le fait que souvent elles comparent des forêts d'âge différents, mais c'est pas la même forêt qui est suivie, bien sûr, depuis un siècle. Mais voilà, toujours est-il, ça bat un peu en brèche cette espèce de préjugé qu'on avait sur le fonctionnement des forêts. Et également, lorsqu'on contraste forêt naturelle et plantation, alors celui-là est un petit peu compliqué, gardez juste le message à droite, là, c'est-à-dire qu'ils ont montré, en comparant pour des mêmes, on va dire des mêmes localités, des forêts naturelles et des plantations, donc situées à faible distance les unes des autres, ils ont montré que pour différents fonctions de la forêt, eh bien, les vieilles forêts étaient souvent plus diversifiées, mais aussi plus résilientes au changement climatique, pardon, et plus multifonctionnel, assurer plus de ces services écosystémiques dont je vous ai parlé au départ. Donc voilà, les vieilles forêts stockent toujours du carbone tout en étant résilientes au changement climatique, ce qui permet de un peu, j'ai envie de dire, tempérer la tendance notamment qui veut être vendue dans les politiques publiques, de devoir rajeunir nos forêts pour mieux les adapter au changement climatique. Et là, également, oui, les forêts ne réagissent pas de la même façon, dépendamment de comment on comprend cet effet mélange. Alors, on comprend le mélange en termes d'espèces, mais aussi de structure et d'âge. Et voilà, est-ce qu'il faut regarder les choses à une échelle vraiment très locale, pied à pied, ou à une échelle entre parcelles forestières, plutôt à une échelle paysagère? Euh, Là encore, on a plutôt des éléments pour le dire que le pied à pied est mieux, mais on manque vraiment de consensus, on va dire, sur cette question. Enfin, je voulais vous parler de la dualité des écosystèmes forestiers, et ça, c'est très important pour comprendre le débat actuel sur le futur des forêts vis-à-vis du changement climatique. C'est-à-dire que les forêts sont vraiment prises entre, d'une part, leur vulnérabilité au changement climatique. Je vous l'ai montré, les forêts sont fortement impactées, comme tous les écosystèmes, hein, euh, par ces nouvelles conditions. Mais également, les forêts, ça reste en fait la meilleure pompe à carbone que l'on connaît pour justement prélever le CO2 de l'atmosphère, CO2 qu'on émet nous avec nos activités. Eh bien, la meilleure pompe à carbone qu'on connaît, c'est l'arbre. S'il fonctionne bien, s'il n'est pas en état de stress hydrique, et ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi les forêts sont aussi des leviers d'action pour les politiques d'atténuation du changement climatique, de par ce rôle de puits de carbone. Et donc là se trouve cette dualité. Les forêts souffrent du changement climatique, mais en plus, on va leur donner un gros rôle dans l'atténuation même de ce changement climatique. Pourquoi il y a un intense débat actuellement sur ces mesures dites d'adaptation, donc comment adapter les forêts au changement climatique. Et pour faire court, encore une fois, en ce moment, il y a beaucoup d'études qui sortent et on peut contraster les choses entre les partisans d'une intensification de la gestion, dite d'une sylviculture dynamique, notamment en ayant recours à l'augmentation des coupes et à faire plus de plantations, et puis ceux qui prêche plutôt pour miser sur la résilience naturelle des forêts, en misant plus sur le mélange d'espèces et en laissant vieillir ces forêts. Et alors, voilà, c'est là où je vais vous débunker dans les 5 dernières minutes certains de ces éléments, même si encore une fois, on n'a pas de consensus scientifique absolu pour tout, mais par contre, on a quand même des éléments pour, je vais dire, se confronter aux préjugés ou on va dire, aux raccourcis qui sont faits sur ces questions. En particulier sur l'intensification des coupes. En fait, augmenter les coupes, ben, comme si vous avez suivi ce que je vous ai dit juste avant, c'est pas forcément bénéfique pour le puits de carbone, puisque les vieilles forêts stockent toujours du carbone et qu'une forêt jeune met très longtemps, plusieurs décennies, à optimiser son pouvoir de puits de carbone. De plus, généralement, c'est pas très bon pour les autres services écosystémiques, par exemple la biodiversité, par exemple les paysages
et voilà, tous les autres services que j'ai listés au départ. C'est là où je fais ma petite parenthèse sur le bois énergie, qui est lié à cette volonté d'augmenter les coûts, hein. C'est vrai que le bois d'énergie, ce qui est important, c'est que certes, c'est une énergie renouvelable. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des politiques publiques, ou du moins des discussions sur l'avenir des politiques publiques liées à la forêt, qui disent peut-être il faut s'engouffrer dans ce bois énergie pour abandonner les énergies fossiles. Mais le problème, c'est que le bois, c'est donc renouvelable, mais c'est aussi carboné, pardon. Et donc, en fait, si on brûle beaucoup de forêts tout de suite, en fait, les forêts qui sont constituées matures actuellement, on relargue dans l'atmosphère énormément de carbone, avec un problème ensuite de temporalité, c'est-à-dire quand est-ce que ce carbone qu'on émet, donc encore une fois une source nette, pour réabsorber ce carbone, il faudra souvent plusieurs décennies, si on y arrive. Parce que ça, c'est dans l'hypothèse où, par exemple, les forêts qu'on planterait à la place survivent, par exemple, aux nouvelles conditions climatiques. Donc attention au bois énergie, encore une fois, au bois énergie à l'échelle industrielle, hein, jusqu'à faire de l'électricité avec du bois, voilà, ça peut interroger. Et ça a donc fait écho au recours massif aussi aux plantations qui est évoqué par les partisans de cette intensification des coupes. Et ce recours massif aux plantations, eh bien, il est risqué aussi pour le puits de carbone et les autres services, pour le problème de temporalité dont je viens de parler, mais également pour d'autres aspects. Par exemple, le fait que les plantations sont souvent monospécifiques, notamment en France. Et si on va plus loin, souvent, qui dit plantation dit coupe rase. Or, les coupes rases, ça a vraiment des impacts forts, que ce soit sur la biodiversité, mais également sur le sol, également tout court sur le bilan de carbone. Et puis, il y a un coût fort en termes de coût sociétal. Ça, c'est quelque chose que les décideurs commencent à réaliser. C'est que généralement, il y a de plus en plus de mobilisation contre ces coupes rases, justement pour les coûts impacts que j'ai listés là. Et puis se pose bien sûr la question, encore une fois, comme je disais juste avant, sur qu'est-ce qu'on plante et comment on plante. Quelle essence il faut planter encore une fois, avoir des peuplements plantés résistants aux conditions futures. Et puis comment? Est-ce qu'on plante en monospécifique ou on mélange? J'espère vous avoir convaincu qu'il y a comme une solution, a priori, qui l'emporterait. Donc, dans toutes ces questions liées aux plantations, plus généralement, j'ai marqué voilà, guerre aux solutions simples aux problèmes compliqués. C'est-à-dire que pour les décideurs, pour le président, pour ne pas le nommer, faire de la politique forestière, c'est proposer de planter des arbres. Hein, parce que c'est facile, planter, c'est visible, on peut communiquer dessus, et c'est de regarder, on fait quelque chose, on plante des arbres. Eh bien, voilà, moi j'alerte sur le fait que c'est loin d'être la panacée. Et par exemple, il y a un rapport pas de dangereux écologistes, hein, mais du ministère de l'Agriculture, sur les plantations réalisées grâce au plan de relance, enfin, grâce à cause du plan de relance entre 2021 et 2022. Et en fait, en moyenne, hein, 50% des implantés sont aujourd'hui morts, notamment à cause des sécheresses, évidemment. Et puis, j'ai rajouté ça sur la question du changement d'essence, parce que c'est une question importante. Euh, et là encore, euh, je pense qu'on sous-estime la résilience de nos essences locales, notamment par le processus de migration assistée. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur et des programmes de recherche actuellement sur cette question. C'est par exemple prendre des provenances d'une même espèce, par exemple du hêtre en Espagne, parce qu'il y a du hêtre en Espagne qu'on estime mieux adapté à la sécheresse que par exemple le hêtre en Lorraine, et on pourrait imaginer enrichir nos forêts qui vont être sensibles au changement climatique avec ce genre de provenance. Voilà, un exemple concret de migration assistée. Et toujours dans ces questions de changement d'essence, tout ça pour dire qu'il faut peut-être être plus prudent également avec les introductions d'essence, notamment d'essence exotique. Hein, il y a beaucoup là on va dire la filière bois veut nous vendre des solutions, voilà, notamment de résineux, soi-disant préadaptés. Alors, même si c'était le cas, même si ça reste à prouver, des résineux vraiment mieux adaptés aux conditions futures, notamment en termes de sécheresse, il y a un gros risque d'introduction d'essence parce que quand on introduit une espèce exotique, on introduit aussi potentiellement des pathogènes et on perturbe forcément les réseaux d'interaction locales, notamment au niveau du sol, lorsqu'on procède de la sorte. Enfin, je terminerai sur le fait que ce débat-là sur le futur des forêts, il a une forte prévalence
du point de vue carbone. On parle surtout du stockage de carbone, comment optimiser le stockage de carbone. Il y a toujours le logo de la stratégie nationale bas carbone qui réfléchit sur le futur des forêts. Or, moi, je pense qu'il faut remettre au centre les autres services, euh, notamment habitat pour la biodiversité et plus généralement la valeur que met tout un chacun, tout citoyen dans les forêts. euh, Par exemple, encore une fois, dans la question du cadre de vie ou même des valeurs, autres valeurs qu'on met dans les forêts. Je pense que ça, c'est quelque chose de crucial qu'il faut remettre au centre du jeu et pas seulement parler du carbone. C'est-à-dire, c'est un peu sortir de la vision la forêt égale le levier d'action pour le carbone. Parce que, voilà, le focus fort, donc, de- de- sur ce puits de carbone forestier peut juste augmenter leur vulnérabilité dans le futur. Voilà, quelques documents complémentaires. Je vous ai parlé au tout début du rapport de l'Académie des sciences qui est tout juste sorti. Voilà, enfin, il y aura, c'est un peu foisonnant. Il y a parfois un peu de complexité au niveau de la recherche, mais voilà, ça peut vous donner voilà, une bonne vision. Surtout que je crois il y a des rapports simplifiés de ce rapport. Même chose, je vous ai également mis le rapport donc, de l'association que je préside, hein, le rapport qu'on a fait il y a 3 ans sur justement les mesures d'adaptation et en particulier est-ce qu'il faut laisser vieillir les forêts ou les rajeunir. Également, vous pouvez trouver voilà, de nombreux éléments dans ce rapport et dans l'étude qu'on a réalisée dans ce cadre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation. On va vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez les récupérer plus facilement. Voilà, et de toute façon, on vous les enverra également par email. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté les URL. Merci pour ce partage de connaissances très précieux. On va passer du coup aux questions qui ont déjà été posées dans le chat. N'hésitez pas à en poser encore quelques-unes, bien que je pense qu'on ait déjà pas mal de questions à traiter. Et du coup, je vais redonner la parole à Cédric qui va pouvoir nous repartager vos premières questions. Bien, cool. Je vais me faire votre voix en ce qui concerne vos questions. Là, il y a plusieurs questions. La première, c'est de savoir si les effets des canicules s'additionnent aux effets de la sécheresse sur les forêts. Alors oui, déjà parce que les canicules eh bien, augmentent le stress hydrique. Donc par exemple, si on a des arbres qui sont déjà stressés hydriquement, le fait qu'on ait de très fortes températures, en fait, augmente ce qu'on appelle leur demande évaporative. Donc, donc voilà, ça accrue leur stress hydrique. Et de plus, ça induit un autre stress qui avait été très peu documenté auparavant, qu'on a commencé à observer, notamment avec les fortes chaleurs de 2019. Hein, c'est la vague de chaleur la plus forte qu'on a eue en France, avec le fait que les feuilles soient brûlées directement par les fortes chaleurs. Ça, c'est un phénomène qu'on a observé, par exemple, moi, autour de Montpellier, là, au niveau des vignes, par exemple, mais sur les arbres, c'est pareil. Les collègues qui travaillent sur le chêne vert, par exemple, en Garrigue, ici, ont également trouvé ça. Donc, le fait que les feuilles soient brûlées par les fortes températures, quelque part de façon totalement indépendante par rapport à leur statut hydrique. D'accord, merci beaucoup. Autre question, concernant le débroussaillage, qui est supposé lutter contre les incendies, est-ce que cette pratique n'est pas contraire justement à la création de forêts plus résilientes, diversifiées et productives? Alors, bah, c'est un petit peu compliqué parce que le débroussaillage est essentiel dans la lutte contre la propagation des incendies. C'est-à-dire que voilà, quand on est proche d'habitation, eh bien, voilà, je serais bien mal intentionné de dire que le débroussaillage est une mauvaise chose. Maintenant, évidemment, oui, c'est sûr que ça impacte les communautés forestières, mais généralement, c'est fait quand même sur comment dire, sur des bandes, sur finalement des surfaces assez réduites. Donc, voilà, je tempérerai quand même l'impact vraiment écologique en tout cas sur les arbres, sur des communautés d'animaux, en termes de corridors et de rupture de continuité, ça peut être une question. Mais sur les arbres, je pense que voilà, l'impact, on peut quand même le, le mentionner comme mineur, notamment par rapport aux bénéfices du freinage de la propagation des incendies. Il y a une question, on vous demande de développer la différence entre la migration assistée et l'introduction des espèces.
Alors, ben, la différence, c'est que généralement, la migration assistée, on utilise, par exemple, si on cite, alors ça, il faudrait plutôt raisonner à une échelle continentale. On reste sur des espèces européennes, alors qu'avec l'introduction d'espèces, là, on introduit des nouvelles essences. Par exemple, on va introduire du cèdre de l'Atlas, qui n'est pas natif au sens strict de l'Europe, mais voilà, il y a beaucoup de collègues qui pensent que c'est une espèce très résistante et qui est au changement climatique, et c'est cette espèce-là euh, qu'il faut parfois planter. Si moi, personnellement, voilà, je pense qu'on a encore de, à prouver cette réelle meilleure résistance de cette essence. Euh, mais c'est la différence avec voilà, le fait où on plante, ou avec la migration assistée, on plante aussi, mais on plante une essence qui est native du continent, même si on introduit des provenances, il est vrai, qui viennent d'ailleurs par définition. Si, l'intervenant, enfin le participant, pardon, nous explique qu'il ou elle, je ne sais plus exactement, vous pardonnerez, mais a entendu dire que la forêt n'est pas l'endroit le plus riche et le plus abouti en termes de biodiversité, et que ce serait plutôt les zones de lisière. Donc, elle voudrait savoir, cette personne, ce que vous en pensez et quelles en seraient les conséquences si c'était vrai. Ouais, alors là, il y a une question d'échelle, hein. Moi, je parle sur les écosystèmes forestiers dans leur ensemble. Après, localement, évidemment, par exemple, Euh, si vous êtes en forêt, vous coupez, sans parler de lisière, j'allais dire, il y a pas de lisière sans forêt, mais si on coupe, vous coupez 2 hectares de votre forêt, vous allez avoir une diversité hyper riche. Vous n'avez plus d'arbres, mais parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des espèces de lumière, des espèces herbacées, par exemple prairiales, qui vont s'installer. Mais si on raisonne dans les forêts vraiment, même à l'échelle métropolitaine, euh, là, on a les forêts hébergent une diversité qui est bien plus riche que par exemple les prairies. Ça, c'est clair. Oui, Surtout quand on parle de, pardon, surtout quand on prend encore une fois l'ensemble des groupes taxonomiques et pas par exemple si on se restreint par exemple à la végétation herbacée. alors, je prends une question tout de suite, parce qu'on revient sur la question de la migration assistée dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez préciser exactement ce que c'est que la migration assistée? Oui, alors c'est vrai que au tout début, vous avez dit que les espèces étaient en train de bouger en termes de leur répartition. Alors bien sûr, chez les arbres, c'est pas les arbres eux-mêmes qui bougent, mais c'est l'espèce, c'est-à-dire que leurs graines, ainsi de suite. Et par exemple, ils peuvent recoloniser des espaces, notamment vers le nord, dans l'hémisphère nord, en réponse au changement climatique, qui sont un petit peu poussés vers le nord, si vous voulez. Donc on a donc une migration de l'espèce, mais quand on parle d'assister, bah, c'est qu'on l'accélère parce que bah, c'est l'homme là qui prend les graines et qui va les planter ailleurs. Par exemple, imaginons, on veut planter des chênes en Scandinavie parce que voilà, on estime que ça sera en Scandinavie va être des habitats favorables au niveau climatique pour le chêne. Et donc, on accélère leur migration parce que si on attendait que la migration se fasse, j'ai envie de dire, naturellement, eh bien là, ça peut être sur des temporalités qui sont en fait en complet décalage avec la vitesse du changement climatique. C'est pour ça qu'on a besoin d'assister cette migration. Euh, Ensuite, une question sur le fait de savoir si les bénéfices d'une forêt mélangée avec donc deux ou trois essences sont déjà visibles, ces bénéfices-là. Ben oui, je dis, encore une fois, les meilleurs exemples qu'on ait, c'est en moyenne sur la productivité. Donc, et sur la productivité, c'est pas seulement juste pour dire ça produit plus de bois, hein, parce que pour la productivité, en fait, quand une forêt est plus productive, ça veut dire qu'elle rentre plus d'énergie et plus de matière dans son écosystème, ce qui est un garant d'un bon fonctionnement, parce que va y avoir une meilleure circulation de cette énergie et de cette matière, ce qui va bénéficier aux autres organismes, par exemple les herbivores et ensuite toutes les chaînes trophiques. Euh, donc, on a ce premier effet qui est comme bien documenté maintenant sur l'effet du mélange sur la productivité. Également sur l'effet, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment fort, c'est sur la résistance aux ravageurs. Or, on a l'impression qu'on a de plus en plus d'attaques de ces ravageurs sur nos forêts. Or, donc, une forêt mélangée serait une meilleure, on parle assurance écologique de ces forêts pour mieux résister à ces ravageurs.
Et puis, il y a la question de la résistance au stress hydrique, où là encore, je vous l'ai dit, c'est plus débattu, mais on a beaucoup d'exemples où on a des forêts donc, qui résistent mieux au stress hydrique parce qu'il y a plusieurs essences, parce que, par exemple, il y a une complémentarité dans l'utilisation de l'eau. Elles vont chercher l'eau à différentes profondeurs dans le sol, ce qui permet, encore une fois, en moyenne, hein, voilà, de mieux résister plutôt qu'à, par exemple, une forêt avec une seule essence où tous les arbres vont aller pomper dans le même étage de sol. Il y a une autre question sur des projets, en particulier sur le projet Giono, donc de migration accompagnée, et savoir si vous pouviez en dire un mot de ce projet Giono. Alors, je ne connais pas très bien, pour être tout à fait honnête, mais c'est voilà, c'est un programme, je crois, coordonné par l'ONF, euh, qui fait des expérimentations de migration assistée. Euh, Parce que bien sûr, dans ces questions de migration assistée, si on veut utiliser des provenances donc d'espèces natives, il faut quand même tester quelles provenances vont pouvoir s'installer. Et donc, ce projet va apporter des très bonnes données sur ce sujet. Et toujours dans la thématique des projets, que pensez-vous des forêts en libre évolution de l'espace ou encore du projet de forêt primaire de Francis Allais? Alors, sur l'avantage de la libre évolution, moi, je suis aussi un défenseur qu'on ait au moins davantage de forêts en libre évolution en France. Bon, on en aura de facto, hein, parce qu'il y a certaines forêts, notamment privées, où il y a des abandons de gestion ou pas de gestion du tout depuis longtemps. Mais voilà, je pense qu'on devrait essayer d'avoir davantage de forêts en libre évolution pour les raisons que j'ai mentionnées, c'est-à-dire qu'on va laisser vieillir ces forêts, on estime, et notamment elles vont se mélanger, donc plus de diversité, meilleure résilience au changement climatique et tout en stockant toujours du carbone. Donc ça, c'est encore une fois, en termes d'assurance, je pense que la libre évolution et le maintien de ce qu'on appelle le couvert continu euh, dans la forêt est en tout cas un gage de résistance au changement climatique. Encore une fois, tant qu'on n'est pas dans un changement climatique extrême, mais j'ai envie de dire, si on se trouve dans le cas d'un, je ne vous ai pas parlé des scénarios du GIEC, mais si on est dans le cas d'un réchauffement extrême, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ben, la forêt, ça sera un petit peu, hélas, le cadet de nos soucis dans ce cas-là. Sur les forêts en libre évolution et la question de savoir comment fournir du bois pour l'industrie, notamment. Euh, Quel est le pourcentage des forêts en libre évolution? Cette question de Ah, voilà, l'équilibre. vous me posez une colle, mais c'est très faible en France. Je crois, au ratio au maximum 5%. Donc, et oui, pour compléter la réponse aussi auparavant et en écho à celle-ci, bien sûr, moi je dis pas qu'il faut mettre tout en libre évolution parce que justement, les produits bois ont un rôle à faire dans la fameuse transition écologique. Euh, mais si on parle de choses comme par exemple le stockage de carbone, il ne faut pas nier le rôle de ces forêts en libre évolution. Et en tout cas, en raisonnant à l'inverse, il faut vraiment garder des forêts en libre évolution parce que ce sont ces forêts qui prodiguent le plus de services écosystémiques que j'ai mentionnés. Et vis-à-vis du projet de Francis Allais, ben, moi, je salue cette initiative, effectivement. Euh, Juste, pour l'instant, ce que j'estime, c'est voilà, la difficulté de mise en place du projet, surtout que ça va être transfrontalier. Donc voilà, j'aimerais bien voir comment rendre ce projet possible. On revient sur la question de la résilience et notamment de savoir si la mortalité ne frappe pas plus les vieux arbres que les jeunes arbres. Alors, ça, c'est une très bonne question. Et en fait, tout dépend de ce qu'on appelle vieux. C'est-à-dire, pour tout vous dire, je suis actuellement en train de faire justement une compilation on appelle une review, donc une compilation des études scientifiques sur ce sujet. Et, euh, et en fait, pour l'instant, sans déflorer, le résultat qui frappe, c'est que les résultats sont très variés et contrastés. En tout cas, c'est-à-dire que le, le fameux paradigme que certains voudraient imposer ou dogme que ce sont les vieux arbres qui dépérissent en premier avec le changement climatique, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et notamment dans le cas de la France, parce qu'en France, en moyenne, nos arbres sont pas vieux. L'âge moyen de la forêt française, c'est 65 ans à peu près. Donc, dépendamment des essences, ça peut être très jeune. Vous prenez un chêne de 65 ans, je ne fais pas des dessins, mais même un hêtre de 65 ans,
même un sapin de 65 ans, ça reste jeune. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que couper ces arbres, par exemple, pas forcément à 65 ans, mais jeunes, c'est se priver de cette fameuse pompe à carbone et plus généralement, encore une fois, je radote, mais des autres services qui sont liés à ces vieux arbres qui sont généralement aussi de gros arbres. Donc voilà, il y a pas de vérité absolue sur cette question, et pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance. Mais c'est un sujet qui va, je pense, de plus en plus explorer dans le futur. Euh, Concernant le cas des exploitations par coupe à blanc, une question qui est posée sur le fait que finalement, dans ces coupes à blanc, ce qui est le plus préjudiciable, c'est la destruction des sols, et donc la minéralisation de la matière carbonée, l'humus, plutôt que les forêts en elles-mêmes. Enfin, Ah, je ne sais pas si on peut hiérarchiser, mais c'est deux effets négatifs, effectivement. Et alors, parce que bien sûr, les coupes rases, c'est pour ça que je l'avais mis hein, dans les co-impact, le sol, parce que ces coupes rases, elles se font justement avec quoi? Avec des machines, finalement des machines lourdes, qui tassent le sol et qui peuvent casser la structure des sols jusqu'à les rendre infertiles, je veux dire, sur des périodes dont on ne sait même pas jusqu'à quand. Donc, ça, c'est un effet effectivement très fort. Le machinisme en forêt, et donc dans le cas en particulier des coupes rases, qui est particulièrement dommageable pour le futur des forêts, notamment si on veut replanter derrière ces coupes rases que généralement on fait. d'accord. Une autre question sur le constat donc, de développement des essences du Sud, entre guillemets, qui donc, se développe, de savoir s'il y a des projets en cours pour utiliser ce type d'essence justement par les acteurs de la construction bois, que ce soit BTP, les scieurs, et est-ce qu'il y aurait des incitations gouvernementales pour construire plus en bois? Voilà, deux questions qui sont liées à Alors, cette je utilisation réponds, de l'essence. je réponds dans l'autre sens. Oui, construire plus en bois, ça c'est certain. Ça c'est quand même un gros levier pour de la transition écologique au niveau politique, d'augmenter voilà, les constructions en bois, ce qui est bien parce qu'en plus, ben, construction en bois veut dire bois d'œuvre. Or, le bois d'œuvre, c'est le bois qui a le meilleur, enfin, c'est le produit bois dans lequel le carbone a le meilleur temps de résidence. C'est-à-dire que, c'est ça que je n'ai pas trop parlé, mais on peut faire des calculs de temps de résidence du carbone. C'est-à-dire que quand on coupe un arbre en disant, ben voilà, là, on a stocké du carbone parce qu'on a coupé l'arbre et on fait des choses avec, une charpente, des meubles. En fait, le carbone, il n'est pas stocké pour toujours. Parce que, comme me dit un collègue, le destin du carbone dans le bois, c'est de retourner à l'atmosphère. Seulement, il y retourne à des temps plus ou moins longs, par décomposition. Et typiquement, dans les charpentes, il peut rester beaucoup plus longtemps que dans des meubles ou pire, dans des produits bois dits de mauvaise qualité, par exemple des palettes ou encore pire, le bois énergie. Euh, donc ça, c'est une chose sur l'importance voilà, du bois, des constructions en bois. Euh, et sur les bois du Sud, alors là, j'avoue que j'ai pas trop d'éléments. Si on parle vraiment des espèces natives actuellement, voilà, par exemple le pin d'Alep, bah, je pense que le pin d'Alep, il n'y a pas de raison pour lequel il ne pourrait pas être utilisé pour certains produits bois, même de qualité. Sur le chêne vert, par exemple, là, le petit souci, c'est plutôt les dimensions des arbres qui sont plutôt réduites, qui peuvent empêcher de faire certains types de produits, typiquement en charpente. Mais d'un autre côté, le chêne vert, c'est un bois très dense, donc avec de très bonnes propriétés mécaniques, euh, qui, j'espère, pourront être davantage valorisées dans le futur, plutôt que pour l'instant, où en gros, le chêne vert, c'est surtout de bois de chauffage. Justement, évoquer le chêne pubescent. Je réagis à chaud là, par rapport au chat. Oui, alors, chêne pubescent, alors, pas strictement méditerranéen, mais effectivement, ça, c'est vraiment beaucoup de forestiers comptent sur le chêne pubescent pour quelque part remplacer les chênes, notamment chêne sessiles et chêne pédonculé, comme voilà, le chêne dominant en France dans les décennies à venir et dont on pourra faire notamment ben, voilà, des produits de bois de qualité comme les charpentes. Retour sur la migration assistée, une question qui se pose sous forme d'une crainte probablement de savoir si on ne joue pas aux apprentis sorciers, notamment avec la possibilité de diffuser des pathogènes liés à cette Alors, migration. bien sûr, on ne peut pas l'exclure, d'où tout de même l'avantage de se restreindre avec ces migrations, enfin ces plantations assistées sur des essences, encore une fois, natives d'Europe.
Ça ne veut pas dire qu'on peut perturber, encore une fois, localement les interactions avec ce genre d'approche, mais d'un autre côté, comme j'ai dit, le décalage entre la vitesse du changement climatique et la vitesse de migration des espèces est tel que ça reste quand même une solution qu'on ne peut pas écarter si on veut, dans certains endroits, maintenir un certain type de forêt. Euh, je dis ça parce que euh, toutes ces questions-là sont importantes dans la forêt qu'on veut dans le futur, dans un endroit donné. Si on ne fait rien, il y aura des dépérissements et il y aura des recolonisations par d'autres essences. Donc on aura toujours, enfin, à moins vraiment dans des cas de désertification, mais sinon on aura des nouvelles forêts. Mais la question, c'est quelle forêt on veut. Et effectivement, par exemple, si on veut une forêt qui produit notamment du bois d'œuvre, par exemple, eh bien, c'est là où ben, il faut peut-être un peu accompagner la nature pour essayer, encore une fois, hein, dépendamment de l'endroit où on se trouve, ben, d'avoir des forêts constituées avec une certaine, notamment, hauteur. Puis, une question sur enfin, existe-t-il des liens entre l'IBP, donc l'indice de biodiversité potentielle, et la stabilité des écosystèmes forestiers face au changement climatique? Ah, On a pu établir des liens alors ça, là-dessus. c'est une question très précise. Je n'aurais pas avoir d'éléments là-dessus, dire clairs. Euh, c'est intéressant parce que c'est des types de questions qu'on veut explorer ou qu'on commence à explorer actuellement, c'est-à-dire de faire le lien entre notamment la diversité en arbres et la stabilité des écosystèmes forestiers et notamment euh, la provision d'habitat pour la biodiversité autre que les arbres. Donc, encore une fois, les prémices tendraient à montrer que oui, mais on n'a pas encore d'éléments quantitatifs, en tout cas à ma connaissance. Mais moi, par exemple, je travaille actuellement sur un projet dont c'est un des buts de faire ces liens. D'accord, une question qui peut être en lien avec la libre évolution dont on parlait tout à l'heure, savoir si il est juste en ce qui concerne l'impact du changement climatique sur les forêts, de penser que bah, sans intervention humaine, ces forêts disparaîtront. Alors, très bonne question, encore une fois. Euh, en fait, il y a un espèce de motto dans la filière bois qui est hors gestion, point de salut. Mais encore une fois, tout dépend de le salut de quoi. C'est-à-dire, si on, je ne suis pas du tout partisan encore une fois, de la libre évolution à 100% sur le territoire, mais on ne peut pas dire non plus que c'est la gestion qui va sauver les forêts. Euh, si on n'a pas de gestion, on aura tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura toujours de la forêt. Mais juste, ça dépend de quelle forêt on veut. C'est vrai que si on veut une forêt qui produit du bois d'œuvre, peut-être qu'il faut accompagner. Mais par exemple, pour être vraiment sur la question climatique, euh, je veux dire, les forêts sans gestion, il y aura des dépérissements, mais il y aura des recolonisations. Donc, arrêtons de dire hors gestion, point de salut. Bien, C'est alors d'autres peut-être, arguments qu'il faut utiliser pour justifier la gestion. d'accord, bah, merci pour cette réponse. Peut-être une dernière question qui pourrait amener à une conclusion au final, c'est de savoir comment réduire l'impact du changement climatique sur la biodiversité de nos forêts. Vaste question, sûrement. Oui, ben, je ne l'ai pas mis, mais encore une fois, pour réduire le changement climatique, le facteur numéro un, c'est pas d'avoir des forêts mélangées, c'est pas d'avoir une gestion adaptée. Le facteur numéro un, c'est réduire nos émissions. Donc ça, c'est la chose qu'il faut vraiment c'est quelque chose qu'on répète depuis longtemps, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment marteler, c'est-à-dire, il faut pas voir la forêt comme un, un levier qui va nous permettre de compenser ce que par ailleurs on émet. Non, la forêt doit faire sa part, doit prélever une partie du carbone qu'on émet, mais le levier numéro un, c'est la réduction, c'est vers plus de sobriété au niveau carboné. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Xavier. Merci Cédric aussi pour ces questions qui ont été retransmises et merci à toutes et à tous d'avoir justement été très actifs dans le chat pendant la présentation et après la présentation. Euh, je pense que vous serez certainement intéressés de retrouver la rediffusion que nous allons donc mettre rapidement sur la chaîne YouTube.
Si vous avez une dernière question, vous pouvez la poser dans le chat. On la transmettra à Xavier et on essaiera de vous l'envoyer par email. Vous envoyer les réponses par email. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et je remercie encore Xavier Morin pour le temps qu'il nous a accordé et la vulgarisation justement de ses connaissances sur les forêts face au changement climatique. Merci beaucoup à tous. Et merci à vous. Très bonne soirée. Au revoir.